Du nord au sud, le monde est parcouru par des facteurs de déstabilisation. Une pente dangereuse, porteuse de conflits, de violences, tensions économiques et financières internationales, épuisement des matières premières et sources d'énergie renouvelables, explosion démographique dans certaines parties du monde, ce qui va poser aussi la question de la course aux ressources alimentaires. Et puis, il y a partout, au nord comme au sud, la montée des inégalités. Tous ces problèmes s'amplifient mutuellement, alors que le moteur économique a basculé des pays avancés vers les pays émergents. Cette nouvelle grande transformation du monde se déroule dans un climat de compétition économique et sociale acharnée, qui laisse peu de place à la coopération, bien au contraire. Pour autant, certains pensent qu'il y a d'autres solutions possibles que le climat de guerre économique et de concurrence sociale qui s'est réinstallé sur la planète. Une voie qui ferait appel à davantage de solidarité internationale, à une véritable politique sociale mondiale. C'est ce chemin de la coopération que nous propose d'explorer notre invité, Jean-Michel Severino. Jean-Michel Severino, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Severino, vous avez publié avec Olivier Rey Le Grand Basculement, la question sociale à l'échelle mondiale. En quelques mots, vous êtes directeur de recherche au FERDI, la Fondation pour la recherche sur le développement international, mais vous êtes aussi actuellement gérant de Investisseurs et Partenaires Conseil. Qu'est-ce que c'est qu'Investisseurs et Partenaires Conseil ? IEP est une société de gestion de fonds qui gère un ensemble de véhicules financiers, aujourd'hui 3, qui sont consacrés aux PME africaines. Donc d'une société financière et 2 fonds d'investissement qui interviennent en fonds propres et en soutien à cette catégorie d'acteurs. Donc, orienté vers les impacts sociaux et environnementaux dans les sociétés africaines. Oui, ce sont des véhicules rentables pour nos investisseurs, à des niveaux qui sont différents en fonction des vocations des différents véhicules. Le point commun de ces 3 véhicules, qui ont des objets un petit peu différents, est, au-delà de leur rendement financier, d'apporter effectivement des dividendes sociétaux qui sont importants pour ces investisseurs qui sont en grande majorité, pour nos investisseurs qui sont en grande majorité privés. Alors j'ai insisté sur ce point parce que vous avez un parcours un petit peu original qu'on va présenter. Vous avez d'abord fait une carrière dans la haute administration, inspecteur des finances, et puis brièvement, inspecteur général des finances. On aura compris que vous êtes un ancien élève de l'École nationale d'administration. Vous êtes également diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, de Sciences Po, vous avez un DEA d'économie, mais vous êtes surtout un spécialiste du développement et des pays émergents. De 1996 à 2001, vous avez occupé le poste de directeur pour l'Europe centrale, puis de vice-président de la Banque mondiale pour l'Asie. Et de 2001 à 2010, vous avez été le directeur général de l'Agence française de développement. Alors dans cette première émission, nous allons parler du grand basculement. Le monde vient de vivre ce que vous appelez une inversion des pôles, avec le Sud qui est devenu le moteur de la croissance mondiale. Cela signifie pour vous à la fois le désappauvrissement du monde, mais aussi le basculement du moteur de la croissance du Nord au Sud. C'est la revanche du Sud ? C'est en tout cas une nouvelle étape dans la vie du monde. 2011 et de ce côté-là qui vient de se terminer est une année symbolique. Sans doute toujours en 2011, verra-t-on que plus de la moitié du PIB mondial est produit en dehors de l'OCDE. Grande première. Et je crois qu'au-delà, ceci dit, des proportions qui au fond ont une signification purement symbolique, ce qui est important, c'est de voir qu'il s'est mis en place un modèle économique complètement nouveau, que nous avons mis beaucoup de temps à appréhender dans toutes les implications qu'il pouvait avoir, à partir des années, en fait il faudrait dire à partir de la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où le Japon se lance dans la stratégie de croissance par export qui est la sienne. Donc il s'est mis en place une série de modèles économiques de rupture qui ont transformé la façon dont l'économie fonctionne. Ces modèles n'étaient absolument pas prévus par la théorie économique, ils n'étaient pas enseignés, ils n'ont pas été pensés a priori, ils sont le résultat du tâtonnement. Et ce qui transforme la situation mondiale, c'est que ces modèles de rupture, sur lesquels je pense on reviendra,
sont aujourd'hui le fait non seulement de 150 millions de Japonais, mais celui d'une part croissante de la population mondiale. Oui, on n'en est plus au Japon, au dragon, c'est plus Singapour, là ce sont des géants économiques qui se réveillent. Ni même les Chinois seulement, ni même les Hindous, mais aujourd'hui, de l'ordre sans doute de 4 milliards de personnes de la planète, sur la planète qui sont engagées dans ces modèles. 4 milliards, vous insistez beaucoup dans votre livre sur les aspects démographiques, sur les problèmes de transition démographique. Voilà. Je crois que ce qui s'est mis en place dans les années, à partir des années 50, c'est un système de développement du pauvre au riche. Alors que l'on imaginait la croissance économique comme étant fondée essentiellement sur l'exploitation du marché intérieur, rappelons-nous par exemple Ford, qui veut que tous les ouvriers puissent acheter ses propres voitures. À partir de la Seconde Guerre mondiale, le cheminement réussi vers la prospérité économique, c'est le cheminement dans lequel des pays pauvres exportent des biens vers les pays riches, des biens qu'eux-mêmes ne vont pas consommer. Et par diffusion progressive, je dirais, la croissance économique se répand. Ce modèle, entre parenthèses, est consubstantiel avec une économie d'inégalité. Il fonctionne là-dessus, contrairement au modèle fordiste, je dirais, du capitalisme du 19e siècle et du début du 20e. Et c'est un modèle qui marche bien si vous appelez Fidji et que vous voulez exporter vers les États-Unis. C'est un modèle qui pose un petit peu plus de problèmes si, par exemple, vous êtes les États-Unis et vous voulez exporter vers Fidji. Parce qu'il suppose un rapport relatif entre l'offre et la demande, qui est basculé fondamentalement par le fait que nous sommes passés effectivement de quelques centaines de millions de personnes inclus dans l'économie d'offre de ce modèle vers plusieurs milliards et bientôt 7 ou 8 milliards de personnes, puisque ce modèle est encore perçu aujourd'hui dans les pays en développement comme le seul modèle probant vers la prospérité économique. Alors vous faites justement une typologie de ces modèles de rupture, vous en décidez 4 avec des expressions un petit peu poétiques. Le cargo-export. Expliquez-nous le cargo-export. Le cargo-export, c'est le modèle qu'on pourrait qualifier traditionnel d'exportation de biens industriels, initié par le Japon et dans lequel la Chine s'est engouffrée comme étant le plus parfait exemple. C'est un modèle dans lequel on fonde un avantage compétitif sur des extrêmement bas salaires. On maintient cet avantage compétitif par des politiques monétaires et budgétaires cohérentes et on construit des vastes excédents de balance des paiements à partir de cette économie d'exportation, ce qui se traduit par une circonstance tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'en gros ce sont les pauvres qui deviennent les créanciers des riches. Les pauvres prêtent aux riches. Exactement. Mais dans ce cargo-export, un retour fantastique de l'État. L'État qui s'était désengagé de l'économie dans les pays avancés, justement dans ce modèle cargo-export, que ce soit le Japon à l'origine d'ailleurs, avec le célèbre MITI, la Corée, Taïwan, la Chine aujourd'hui, l'État est présent massivement pour coordonner les efforts et fixer la stratégie. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est une des autres dimensions qui tourne le dos, je dirais, à la doxa, au consensus de Washington et ce qu'on pourrait appeler l'orthodoxie économique des années 90. En gros, ce sont des modèles d'interventionnisme étatique, tous azimuts, aussi bien dans la régulation macro que dans la politique industrielle. Et dans la politique intérieure, c'est-à-dire qu'un élément important est de réprimer en quelque sorte la consommation intérieure pour pouvoir exporter. Absolument. Alors la répression de la consommation intérieure est obtenue d'abord par des moyens économiques, par exemple la politique de change, mais ce n'est pas un hasard si la plupart de ces économies sont développées sous des régimes autoritaires extrêmement puissants. Alors je reprends cette typologie qui me paraît intéressante, les soft workers. Alors voici une deuxième étape, après les biens, c'est les services. À partir des années 80, s'ouvre une ère où non seulement on exporte des biens, mais on produit des services à destination des économies avancées. L'Inde est un très bon exemple de cette trajectoire. Ce sont des systèmes qui sont permis eux aussi par des économies d'inégalité parce qu'ils reposent cette fois sur une petite partie de la population qui bénéficie de niveaux d'éducation extrêmement avancés. Donc c'est cohérent avec des choses qui se passent dans le système éducatif et dans la société. Et les impacts sont à peu près les mêmes, sauf que cette fois, les
il n'y a pas d'expédition physique, ce sont des transactions qui se dématérialisent. On ne peut pas rendre le commerce extérieur excédentaire avec des services. Non, mais on rend des balances des paiements excédentaires. La balance des paiements absolument. Et il y a quand même des mouvements physiques qui accompagnent cette évolution, puisque par exemple, un certain nombre de pays se sont spécialisés sur des services médicaux ou des services à la personne. On a pu voir par exemple dans le bassin méditerranéen, aujourd'hui, dans ces dernières années, apparaître une économie de ce type-là en Tunisie, au Maroc, qui a beaucoup aidé la balance des paiements de ces pays. Alors, troisième, sont toujours des anglicismes, le workshop. Alors le workshop, c'est l'économie de la migration. Tout ça est d'une grande cohérence. Hein. On expédie des biens, on importe des services. Ou si on peut faire ni l'un ni l'autre, on expédie ses propres collaborateurs, ses propres nationaux, ses propres citoyens. Les Philippins, par exemple. Alors les Philippines, c'est la caricature. On peut en trouver d'autres pays. Hein. Le Mexique est un grand pays. Mais ce qui est frappant, c'est là aussi qu'à partir des années 80... Les Maliens en France. Les Maliens en France, les Sénégalais, les Marocains. Enfin, le bassin méditerranéen est rentré dans cette économie. Donc à partir des années, surtout à l'échelle mondiale, à partir des années 1980, là aussi, on a un nouveau moteur de croissance des pays en développement par l'attaque des marchés mondiaux, qui est cette expédition de travailleurs par masse, à tel point donc que des pays s'en font des spécialités économiques. Il y a maintenant une bonne quinzaine de pays pour lesquels plus de 30% de la balance des paiements est constituée par les rapatriements de capitaux des travailleurs migrants. Et c'est ce dernier point qui est essentiel parce que des migrants, il y en a toujours eu. Le nombre de migrants en pourcentage de la population mondiale ne s'est pas accru fondamentalement. En revanche, ces migrants épargnent de plus en plus et rapatrient de plus en plus au pays. Donc on peut appeler aujourd'hui, suivant les estimations, il y a entre 350 et 500 milliards de dollars par an de rapatriement de capitaux dans les pays d'origine, ce qui explique ces proportions. Mais est-ce que ça peut être, les workshops, est-ce que ça peut être un modèle de développement pérenne? Parce qu'on voit bien, dans vos deux premiers modèles, on exporte des marchandises, on est excédentaire sur les services. Donc des entreprises se créent, se développent, un capitalisme local, qu'on l'appelle capitalisme, autrement, peu importe, se développe. On ne voit pas très bien dans le workshop quelle peut être l'issue. L'issue est la même que dans les régions rurales françaises, par exemple, par rapport à l'Île-de-France. Il y a à l'intérieur d'une zone mondiale des zones qui sont productrices de richesses et d'autres qui sont consommatrices, et dans lesquelles il y a une économie de marché intérieur qui se crée tout autour, de services autour des gens qui restent. Donc pendant un certain temps, on peut imaginer que ça serve de facteur de constitution d'épargne aussi et de capitalisation pour ceux qui sont au pays, et que dans un deuxième temps, ça puisse générer une trajectoire de développement qui soit autonome. Il y a une lecture plus négative qui pourrait laisser penser que, comme on le voit dans beaucoup de régions du monde qui bénéficient de ce type de rente à l'intérieur des économies domestiques, on crée une dépendance, un transfert perpétuel. Mais cette dépendance et ce transfert, elle peut durer des siècles. Hein. Alors, quatrième catégorie, pour être complet, les serial renters, donc les exportateurs de matières premières. À Xerfi, nous appelons ça les pays rentiers. Voilà. Alors, ces pays rentiers connaissent un regain de puissance et de nombre. Aujourd'hui, les ressources naturelles sont le grand facteur rare de la croissance économique mondiale. C'est vrai du pétrole, nous sommes familiers avec ça, c'est vrai des ressources minérales, mais c'est vrai aussi du sol. Et c'est pour ça que nous avons cette course à l'agriculture et à la ressource foncière, la terre. C'est vrai de l'eau. C'est vrai aussi de l'air, j'allais dire. Aujourd'hui, les pays qui ont un potentiel de captage du carbone dans le sol ont une rente à exploiter, je dirais naturelle. Et donc, on assiste à une profonde diversification des sources de rente naturelle liées à cette rareté de la nature sur la planète, et une valorisation en termes de prix qui est de plus en plus importante. Donc, de plus en plus de pays sont des pays bénéficiaires. Donc, les pays rentiers ont un très bel avenir devant eux. Considérable. Alors, ces modèles de rupture et cette insertion des modèles de rupture à la globalisation ont provoqué des gagnants et des perdants au nord comme au sud. Alors, parlons peut-être des gagnants et des perdants au nord. Alors au nord, tout le monde est gagnant d'une certaine manière, puisque ces modèles ont en fait apporté des avantages extrêmement concrets aux économies de l'OCDE, baisse des prix des biens industriels qui ont bénéficié à tous, aux consommateurs. Donc tout le monde a gagné d'une certaine manière.
Dans une première étape. Dans une première étape. À l'intérieur de ce gain général, certains perdent en termes relatifs parce que ces modèles ont tous comme caractéristique d'attaquer le stock de travail non qualifié dans nos propres pays d'une manière de plus en plus agressive. Mais de ce fait, nous réagissons, je dirais, de manière contradictoire par rapport à cette attaque. D'un côté, nous essayons d'élever le niveau de qualification générale de la main-d'œuvre et de suivre ce qui devrait être le chemin de compétitivité, mais nous y parvenons avec difficulté, nous le faisons insuffisamment ou insuffisamment rapidement, et de ce fait, nous laissons une partie croissante de la population dans une situation vulnérable. Et cette population qui est laissée dans cette situation vulnérable, elle cherche à se protéger des pertes de revenus et d'activité. Dans les pays à économie libérale, elles le font en s'endettant. Et on pourrait par exemple dire que la crise des subprimes aux États-Unis est l'aboutissement d'un long cheminement de politiques sociales de l'État américain qui sont passées par le biais du marché immobilier pour permettre aux classes défavorisées de conserver un pouvoir d'achat. Il s'agissait de continuer à soutenir la consommation, puisque Exactement. le modèle est basé sur la consommation. Exactement. Et donc c'est une politique publique explicite. Mais qui a détruit l'appareil productif en même temps. Exactement. Et dans les pays, je dirais, à économie socialisée, l'État ou différentes entités publiques, les sécurités sociales, etc., ont couvert le chômage, la perte de qualification, et par le biais et la dépense publique en général a soutenu une activité intérieure qui, elle aussi, a abouti à un endettement public excessif. De ce fait, l'endettement que nous connaissons dans nos économies n'est pas le fruit de la lâcheté des gouvernements, mais le résultat d'une pression sociale extraordinairement forte pour conserver un pouvoir d'achat qui était menacé par cet effondrement, je dirais, de la capacité à travailler d'une part croissante de nos populations, qu'on s'appelle les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc. Donc nous avons tous réagi un peu en sauve-qui-peut par rapport à cela. Et de ce fait, je dirais, il est normal que les inégalités se soient forcément accrues dans nos sociétés, puisqu'en gros, ceux qui étaient dans le jeu de la compétitivité internationale ont pu rester au niveau d'une économie en croissance globale et génératrice d'une très forte demande, y compris de travail, tandis que ceux qui étaient déqualifiés ne pouvaient compter en quelque sorte que de plus en plus sur une forme de solidarité active ou passive vis-à-vis. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'on a un certain affaissement des classes moyennes dans le Nord, alors que se constitue une classe moyenne dans le Sud. Absolument. Alors cette classe moyenne simplement dans le Sud, elle se constitue plus lentement qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ces économies d'exportation, c'est en particulièrement vrai pour les économies d'exportation de biens ou de services, ne peuvent pas tolérer une appréciation trop rapide du niveau de consommation et du niveau de revenus. Et elles aussi, ces économies sont très fortement inégalitaires. Les inégalités ont très fortement cru dans tous les pays en développement. L'écart de revenus devient énorme. Énorme. On a de plus en plus de milliardaires dans ces pays. Absolument. Mais on a des milliards de pauvres. On a des milliards de pauvres. Et je dirais, quand on regarde la scène de la globalisation depuis 30 ans, c'est sans doute cela, le phénomène qui devrait nous sauter aux yeux le plus fortement. C'est l'incroyable écart des revenus dans un monde qui est devenu de plus en plus riche. Au nord comme au sud. Au nord comme au sud. Et pour des raisons qui sont cohérentes l'une avec l'autre, qui sont des raisons miroirs. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous rentrons dans une crise économique structurelle. Parce que pour pouvoir soutenir le mouvement que nous connaissons, il faudrait que les puissances émergentes ou les pays en développement de plus en plus nombreux qui arrivent sur la scène de l'export de ces modèles d'extraversion soient capables de continuer à financer la consommation dans les pays industrialisés qui sont leurs clients. Mais ces pays industrialisés ont de plus en plus de mal à le faire parce qu'ils atteignent les seuils de soutenabilité de l'endettement que nous connaissons. Et parallèlement, pour pouvoir changer de modèle et rendre leur propre système soutenable, il faudrait que ces pays en développement, ces pays émergents, puissent générer des classes moyennes et une économie de marché intérieur
qui soit suffisamment puissante pour revenir, en gros, aux fondamentaux. Mais ce qu'ils ne veulent pas, à l'heure actuelle. Ce qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas dans leur modèle économique. Ce qu'ils aimeraient bien faire. Le cas de la Chine est très intéressant. Je crois qu'il y a, par exemple, une prise de conscience extrêmement grande du leadership chinois sur ce qui est en train de se passer. Je suppose que si nous présentions ces livres à Pékin aujourd'hui, les gens nous diraient « vous nous apprenez rien ». Nous savons tout ça. Nous le savons. Et notre sujet à nous, Chinois, c'est comment devenir une économie domestique. Et non plus... Simplement, cette transformation de l'économie d'export vers l'économie domestique, c'est une transformation extrêmement difficile, extrêmement longue. Et aujourd'hui, il n'y a pas, nous le racontons dans cet ouvrage, de cas probants historiques dans lesquels ce soit passé. Donc, si les Chinois parviennent à faire cette transformation, ils seront... Une nouvelle fois. Un modèle tourné vers l'export reste tourné vers l'export. On a le cas de l'Allemagne et du Japon. C'est très difficile de revenir au marché intérieur. Bon, on y reviendra, c'est pourtant ce que vous prônez, revenir vers le marché intérieur. Disons que c'est une des seules voies, c'est une des voies les plus immédiates. D'ailleurs, c'est le sujet qui est discuté, par exemple, au G20. Comment on le fait? Alors, on voit que c'est effectivement difficile. Et d'ailleurs, ça se traduit aujourd'hui, si on regarde la conjoncture. Alors là, avec la myopie beaucoup plus grande que l'on a sur le court terme, paradoxalement, c'est que la croissance économique est en train de se ralentir dans les pays émergents. C'est très logique. Quand nous avons écrit ce livre avec Olivier Rey il y a maintenant plus d'1 an, notre prédiction au départ du livre, c'est que, donc, et nous avons commencé à l'écrire il y a plus de 2 ans, c'est que nous aurions un atterrissage assez rapide de la croissance économique dans les pays émergents. Nous trouvons même d'ailleurs qu'ils s'en tirent même plutôt mieux que ce que nous pourrions en penser, mais ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, etc., ne peuvent continuer le même parcours qu'aujourd'hui dans le cadre de cette grande transformation que nous opérons. Alors, autre thème sur lequel vous insistez, avec une jolie formule, c'est l'inversion des raretés. L'homme est devenu moins rare que la nature. Voilà. Alors, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure en parlant du Fidji et des États-Unis, ces modèles seraient gérables et absorbables si nous continuions à être dans le monde des années 60, dans lequel nous avions 1 milliard de personnes dans l'OCDE, le bloc communiste à part, et puis 1 milliard de personnes dans le monde en développement. Et là, nous pourrions parler sans doute d'un équilibre, et peut-être la substance même de ces modèles serait pérenne. En tout cas, nous aurions peut-être quelques décennies de tranquillité avant d'aboutir à des situations de crise. Non. Ce qui nous pose de problème, c'est que nous passons de ce monde de 3 milliards d'habitants à un monde de 9 milliards d'habitants. Et dans ce monde de 9 milliards d'habitants, il y a toujours 1 milliard de personnes dans l'OCDE et 8 en dehors. C'est ça qui constitue, je dirais, le facteur déséquilibrant de tout le système. Et avec une conséquence écologique par derrière, qui tient à ce que dans cette densification de la planète, dont la face miroir est l'épuisement ou la tension sur l'ensemble des ressources naturelles, tous ces prix de la nature deviennent extrêmement élevés, ne cessent de renchérir et nous privent de la grande force de rappel qui a été celle de tous les ajustements macroéconomiques, qui est l'abaissement des coûts des intrants et des matières premières. Regardons-le aujourd'hui, nous sommes en pleine crise économique, on ne parle que du renchérissement des prix de l'essence. Donc nous n'allons pas bénéficier de ce matelas, de cet amortisseur, et tout nous est rendu plus difficile dans cet ajustement par cette économie des actifs qui est en train de se constituer. Alors en même temps, cette économie des actifs... Qui est alimentée elle-même par la création monétaire qui valorise ces actifs. Ces actifs, absolument. Alors il y a des opportunités à trouver dans l'économie des actifs. Une des bonnes choses dans ces économies des actifs, c'est qu'y compris les pays de l'OCDE détiennent un certain nombre d'actifs. Si on regardait les États-Unis, ils sont un grand détenteur d'actifs naturels. Ils joueront leur carte dans une économie qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, on n'aurait pas imaginé. Nous n'aurions imaginé un pays de l'OCDE ne jouant que sur la carte de ses actifs technologiques. Aujourd'hui, les actifs de la nature, y compris pour des grands pays industrialisés, vont compter. Et pour des continents comme l'Europe, il y a aussi des atouts à jouer. Mais c'est aussi un renversement de cap stratégique et d'orientation économique pour nous. Alors l'autre aspect qui vient derrière l'inversion des raretés, c'est l'entrée dans ce que vous appelez, c'est dur ça, l'ère de l'homme jetable. La valeur de l'homme avoisine aujourd'hui 0 dans certaines parties de la planète.
Oui, c'est une réalité si on la mesure par le coût du travail. Ça aussi, c'est bien entendu un élément fondamental. Il est clair que nous avons vécu pendant des millénaires, et tout depuis l'origine de notre espèce, et même depuis l'ère de la révolution industrielle britannique, dans un monde dans lequel la ressource naturelle était abondante et l'homme était rare. Toute notre économie, toute notre pensée économique s'est fondée là-dessus. Elle a attribué un coût zéro à la nature, et les facteurs de production ont été, depuis que nous avons tourné la page de Keynes et de Malthus... La nature valait zéro, seul le coût d'extraction avait une valeur. Voilà. Donc nous rentrons dans un monde dans lequel cette nature a une valeur, ce qui va nous faire d'ailleurs revenir à des modes de pensée que nous avions oubliés. Nous allons oublier un peu Ricardo et nous allons davantage nous pencher sur Keynes, je pense, dans nos structures intellectuelles. Mais cette inversion des raretés, cette surabondance de l'homme a une conséquence considérable sur toute la façon dont nos politiques publiques, nos politiques économiques vont être pensées. C'est qu'aujourd'hui, il y a une ressource inépuisable de candidats au travail additionnel à coût nul. Est-ce que ça n'a pas conduit en même temps, la tendance historique depuis la révolution industrielle, c'était de substituer du capital au travail, à inverser cette mécanique? Absolument. Et nous sommes actuellement, par exemple en France, à cette étape de la campagne présidentielle, au cœur de ce type de débat. Le sujet de la taxation du capital, de la nature et du travail est un élément fondamental de notre transformation économique. Nous faisons dans cet ouvrage avec Olivier les avocats d'une révolution fiscale dans lequel nous, dans un schéma idéal, utopiste, mais la réalité est toujours excessivement compliquée, on détaxe massivement le travail pour reporter notre fiscalité sur l'ensemble des facteurs de la nature. Si on passe d'une économie où l'homme est rare et donc taxable à une économie où il est surabondant, il faut le détaxer largement. Et ce n'est qu'à ces conditions que nous allons retrouver, je dirais, un jeu équitable et réorienter les mécanismes de développement, y compris des pays pauvres, sur ce qui sont des modèles équilibrants, parce que ces pays ne taxent pas leur travail eux-mêmes. Ils retrouvent leurs sources de fiscalité sont basées sur d'autres assiettes. Et donc, je dirais, au désavantage naturel ou à l'avantage naturel qui est constitué par les coûts effectifs, la consommation effective, nous rajoutons des structures fiscales qui sont extraordinairement handicapantes. Donc revaloriser le travail, revaloriser l'homme, nous verrons cela dans une prochaine émission. Jean-Michel Severino, merci. Merci à vous.